Rien n'a vraiment filtré, sauf une rumeur. Et dans le silence de Jean-Jacques Goldman, ce silence qui dure depuis des années, une simple phrase a suffi à rallumer toutes les interprétations. Un divorce caché, une nouvelle histoire, une vie recomposée loin des regards. Mais où finit le réel et où commence le fantasme? Jean-Jacques Goldman, l'homme derrière les plus grandes chansons de la variété française, serait-il encore en train d'écrire une autre partition, cette fois dans sa propre vie? Alors que tout semblait figé dans la discrétion, une question dérange soudain. Et si tout ce que l'on croyait savoir était déjà dépassé? Dans l'ombre de cette rumeur qui s'étire, il faut revenir là où tout a commencé, bien avant les murmures et les suppositions. Jean-Jacques Goldman n'a jamais été un homme de bruit. Pourtant sa musique, elle, a longtemps saturé l'espace public. Né le 11 octobre 1951 dans le 19e arrondissement de Paris, il grandit loin des projecteurs, dans une France encore traversée par ses propres fractures, tandis que lui apprend déjà à écouter plus qu'à parler. Très tôt, la musique devient moins un choix qu'une nécessité. À 14 ans, il rejoint une chorale paroissiale à Montrouge, les Red Mountain Gospelers. Rien ne laisse encore deviner qu'il deviendra l'un des auteurs-compositeurs les plus influents de sa génération. Pourtant, dans ses répétitions presque anonymes, quelque chose se forme déjà. Une rigueur, une écoute du collectif, une façon de disparaître dans le son plutôt que de chercher la lumière. Les années passent, les groupes s'enchaînent. The Phalansters, puis Taifong. Dans cette dernière aventure, il trouve une première reconnaissance, notamment avec Sister Jane. Mais même là, une étrangeté demeure. Goldman ne semble jamais totalement à sa place sur scène. Il est déjà ailleurs, attiré par les studios, les structures invisibles de la musique, là où les chansons prennent réellement forme. Et puis vient le moment charnière. Le départ du groupe, les premiers pas en solo. Là où beaucoup auraient cherché la célébrité, lui construit une œuvre. Il suffira d'un signe. Quand la musique est bonne, je te donne. Des titres qui ne sont pas seulement des succès, mais des repères générationnels. Est-ce encore de la musique ou déjà une mémoire collective? Dans les années 1990, Goldman franchit un autre seuil sans vraiment le dire. Avec Fredericks Goldman Jones, puis surtout en tant qu'architecte discret de projets majeurs, il devient une figure centrale de la chanson francophone. Céline Dion lui doit Deux, l'album en français le plus vendu de l'histoire. Johnny Hallyday, Patricia Cass, tous passent par lui. Mais lui, paradoxalement, s'efface. Plus il est célébré, plus il disparaît des écrans, comme si la reconnaissance massive exigeait en retour une fuite silencieuse. Et dans cette fuite, une question s'installe doucement. Que reste-t-il de l'homme quand l'artiste occupe tout l'espace? Car derrière les chiffres, les disques, les succès, une autre trajectoire se dessine déjà, une vie privée presque invisible, une discrétion devenue absolue. Et peut-être est-ce là, justement, que commence l'histoire que personne ne voit encore vraiment venir. C'est souvent dans les silences les plus impeccables que naissent les plus grandes rumeurs. Et chez Jean-Jacques Goldman, ce silence n'a jamais été un vide. Il est devenu une forme de langage. Mais à mesure que l'homme s'éloigne des scènes, une autre narration s'installe, plus floue, plus insaisissable. Et soudain, sa vie privée devient presque un territoire imaginaire pour le public. Pendant longtemps, il partage sa vie avec Catherine Morley, une présence discrète, presque effacée du récit médiatique. Leur histoire commence bien avant la célébrité totale, dans une France où tout semble encore possible sans projecteur. Ensemble, ils construisent une vie stable, loin des excès que l'on prête souvent aux artistes. 3 enfants naissent de cette union. Et pendant des années, rien ne semble pouvoir fissurer cette architecture familiale. Mais en 1997, un tournant discret mais décisif s'opère. Après 22 ans de vie commune, le couple se sépare. Aucun fracas public, aucune bataille médiatisée. Juste une rupture presque administrative dans les journaux, comme si même la fin de cette histoire refusait le spectaculaire. Et pourtant, derrière cette sobriété, une vie entière se recompose. C'est à ce moment précis que les récits commencent à se dédoubler. D'un côté, l'artiste continue son ascension silencieuse, offrant au monde des chansons devenues presque intemporelles. De l'autre, l'homme privé disparaît encore davantage, comme absorbé par sa propre retenue. Et dans ce vide,
les spéculations trouvent naturellement leur place. Car c'est aussi dans ces années-là qu'une autre présence entre en scène, sans jamais vraiment entrer sous les projecteurs. Nathalie Tu Young-Lagier, une rencontre presque anodine en apparence. 1995, une jeune admiratrice venue demander un autographe après un concert, rien qui, à première vue, ne semble pouvoir renverser une trajectoire de vie déjà bien installée. Et pourtant, les années passent, et cette rencontre se transforme en lien. Elle est de 30 ans sa cadette, enseignante de mathématiques, issue d'une double culture franco-vietnamienne. Une femme loin du tumulte médiatique, mais parfaitement alignée avec ce que Goldman semble chercher de plus en plus. La distance, la protection, l'invisible. Mais comment une relation peut-elle grandir dans un pays où chaque silence est interprété comme un secret? Et surtout, à partir de quel moment une simple discrétion devient-elle, aux yeux du public, une énigme suspecte? Et c'est précisément dans cette zone grise, entre vérité et projection, que le récit commence à basculer. Jean-Jacques Goldman ne change pas de vie en un jour. Il la déplace, lentement, presque sans bruit. Mais autour de lui, le monde, lui, n'accepte pas le vide narratif. Après la séparation d'avec Catherine Morlaix, la discrétion de l'artiste devient totale. Pas de déclaration, pas d'apparition inutile, pas de mise en scène du privé. Et pourtant, dans cette absence même, une autre histoire se construit. Nathalie Tu Young-Lagier, cette femme rencontrée des années plus tôt, devient progressivement une présence centrale, mais invisible. Elle n'est pas une figure publique, elle ne cherche pas à l'être. Enseignante de mathématiques, elle incarne une vie ordinaire, loin des studios et des micros. Et peut-être est-ce justement ce contraste qui intrigue autant. Dans un univers où tout s'expose, leur choix est presque un acte de résistance. Ils s'installent ensemble, loin de Paris, loin des cercles médiatiques. Plan de Cuques, Marseille, puis plus tard Londres. Des lieux choisis non pour leur prestige, mais pour leur capacité à effacer le bruit. Et dans cette architecture du retrait, la famille grandit. 3 filles naissent de cette union, Maya, Kimi, Rose. Une vie recomposée, mais jamais exhibée. Pourtant, dans les années 2000 et 2010, quelque chose change dans le regard extérieur. L'absence de Goldman devient paradoxalement une présence constante dans les médias. Chaque silence est interprété. Chaque non-apparition devient un événement en soi. Et dans ce climat, les rumeurs prennent une forme étrange, presque autonome. On parle de distance, on parle de séparation, on parle même, plus récemment, de divorce. Et puis, dans un glissement encore plus sensationnaliste, certains évoquent une nouvelle histoire, comme si la discrétion devait forcément cacher une rupture ou un secret plus grand encore. Mais que se passe-t-il quand la vie d'un homme devient un écran sur lequel chacun projette ses propres scénarios? Est-ce encore sa réalité ou déjà une fiction collective? Pendant ce temps, la carrière de Goldman appartient presque entièrement au passé actif. Il ne cherche plus la lumière, mais son œuvre, elle, continue de vivre sans lui. Céline Dion, Johnny Hallyday, Patricia Cass, ces chansons circulent encore, comme si l'homme avait quitté la scène, mais pas les mémoires. Et plus il s'efface, plus la curiosité grandit, comme si l'absence, chez lui, était devenue une forme de présence plus forte que n'importe quelle apparition publique, jusqu'à faire de sa propre vie un récit fragmenté, raconté par d'autres, sans lui. Et plus le silence s'épaissit, plus les récits se démultiplient. Dans l'ère des images immédiates et des certitudes rapides, Jean-Jacques Goldman devient une anomalie, un homme que l'on ne voit presque plus, mais dont tout le monde parle encore. Et quand la visibilité disparaît, les hypothèses prennent le relais, comme si le vide devait absolument être comblé. C'est ainsi qu'émerge, lentement puis avec insistance, une rumeur devenue virale dans certains cercles médiatiques. Un divorce secret, tardif, presque caché du grand public. L'idée s'installe sans preuve, mais avec une force étrange, alimentée par un détail crucial. L'extrême discrétion du couple formé avec Nathalie Tu Young-Lagier. Car dans l'imaginaire collectif, la discrétion n'est jamais neutre. Elle devient suspecte. Une absence de communication est souvent interprétée comme une rupture. Et dans le cas de Goldman,
Cette logique atteint une intensité rare. L'homme qui a écrit pour les autres les plus grandes déclarations d'amour semble incapable, aux yeux de certains, de protéger la sienne de la fiction médiatique. Pourtant, rien dans les faits ne vient confirmer cette narration. Au contraire, tout ce qui remonte du réel raconte une autre histoire, bien moins spectaculaire, mais infiniment plus stable. Une relation longue, construite dans la durée, protégée volontairement de l'exposition. Nathalie, souvent décrite comme une présence de l'ombre, n'a jamais cherché la lumière. Elle enseigne les mathématiques, loin des plateaux, loin des micros, loin du bruit. Mais la rumeur, elle, ne se nourrit pas de réalité. Elle se nourrit d'intervalles. Et chez Goldman, les intervalles sont immenses. Dans ce vide interprétatif, certains vont plus loin encore. Une nouvelle relation supposée, une vie sentimentale recomposée, une séparation ancienne réécrite à la lumière d'un présent fantasmé. Rien de vérifié, mais tout semble plausible pour un public habitué à voir les vies célèbres comme des séries continues. Et pourtant, il existe un paradoxe fondamental dans ce récit. Plus les spéculations s'intensifient, plus la réalité, elle, reste inchangée. Aucun communiqué, aucune fuite crédible, aucun signe tangible d'une rupture récente. Pendant ce temps, l'autre vie de Goldman continue en arrière-plan, celle de l'auteur-compositeur qui a façonné des pans entiers de la chanson francophone. L'architecte de Deux pour Céline Dion, album monumental devenu le disque francophone le plus vendu de l'histoire. Le collaborateur de Johnny Hallyday, de Patricia Cass et de tant d'autres voix qui ont porté ses textes plus loin que sa propre silhouette. Mais cette grandeur artistique nourrit paradoxalement la confusion biographique. Plus il est immense dans l'œuvre, plus il devient insaisissable dans la vie. Et plus il est insaisissable, plus on tente de le réécrire. Alors, une question s'impose, presque malgré elle. Peut-on encore distinguer la vérité d'un homme lorsqu'il a cessé de se raconter lui-même? Et pourtant, au cœur de ce tumulte de récits contradictoires, un élément concret finit toujours par rappeler le réel. Car la vie de Jean-Jacques Goldman, malgré les projections, n'a jamais vraiment quitté sa logique première. La retenue, la stabilité, l'effacement volontaire. Les années passent, et loin des histoires de rupture supposées, un autre tableau se dessine, celui d'une famille recomposée qui s'inscrit dans la durée, sans éclat, sans annonce, sans mise en scène. Nathalie Tu Huang Lagier, souvent fantasmée par les médias comme une figure presque invisible, est en réalité au centre d'un équilibre choisi. Leur union, née dans la discrétion la plus totale, ne s'est jamais adaptée aux règles du spectacle. C'est précisément cette constance qui dérange les récits simplifiés. Car il n'y a pas de scandale à exploiter, pas de retournement spectaculaire à publier, pas de fracture publique à commenter. Seulement une continuité. Et dans le paysage médiatique contemporain, la continuité est souvent moins vendable que la rupture. Dans les faits, les rumeurs de divorce apparaissent donc comme ce qu'elles sont, des constructions fragiles, alimentées par le silence lui-même. L'absence de communication devient un écran sur lequel se projettent des scénarios de séparation, de nouvelle vie, voire de renaissance sentimentale imaginaire. Mais aucun élément tangible ne vient les soutenir. Au contraire, les rares apparitions publiques du couple racontent une autre vérité. La plus récente, à l'été 2024, les montre ensemble à Brest, partageant un dîner dans un restaurant discret. Pas de mise en scène, pas de gestes calculés. Juste une présence commune, ordinaire, presque banale dans sa normalité. Et pourtant, dans le contexte de rumeurs, cette banalité devient un acte de contradiction silencieuse. Autour d'eux, la vie continue également dans une forme de stabilité familiale. Le couple, uni depuis des décennies malgré les récits extérieurs, élève ses 3 filles dans un environnement volontairement protégé. Maya, Kimi et Rose grandissent loin des médias, dans une logique de préservation héritée du choix initial de leurs parents. Mais pourquoi une histoire si stable produit-elle autant de bruit extérieur? Peut-être parce que Jean-Jacques Goldman est devenu, malgré lui, un symbole. Celui de l'homme public qui refuse la publicité de sa vie privée. Celui dont l'absence de discours devient plus puissante que n'importe quelle déclaration. Et dans ce paradoxe, une autre dimension apparaît. L'écart entre la célébrité et l'effacement. L'homme a été, pendant des années, l'un des artistes les plus aimés de France.
Mais il a choisi de quitter la scène médiatique au moment même où son influence restait maximale. Un geste rare, presque incompris. Alors les rumeurs, au fond, ne parlent peut-être pas seulement de lui. Elles parlent aussi de notre difficulté collective à accepter qu'une vie puisse être stable sans être exposée. Qu'un couple puisse durer sans être raconté. Qu'une histoire puisse exister sans devenir un récit public. Et dans cet espace entre le réel et l'imaginé, une question persiste, plus tenace encore que les rumeurs elles-mêmes. Pourquoi la discrétion d'un homme devient-elle à ce point une énigme pour tout le monde? Au bout du compte, il ne reste pas de rupture spectaculaire, ni de récit caché à dévoiler. Seulement une trajectoire qui échappe au code habituel de la célébrité et qui continue de résister aux lectures rapides. Jean-Jacques Goldman, lui, n'a jamais vraiment changé de langage. Il a simplement déplacé sa vie hors du champ du regard public. Et dans ce déplacement, il a laissé place à toutes les interprétations possibles, comme si son silence appartenait désormais aux autres. La rumeur d'un divorce, la fiction d'une nouvelle histoire, tout cela finit par se dissoudre face à la réalité la plus simple. Une relation durable, discrète, construite loin du bruit, et toujours présente malgré les années. Nathalie Tu Huang Lagier n'est pas une énigme, mais un choix de vie partagé. Et les rares images récentes, comme ce dîner à Brest à l'été 2024, rappellent une continuité que les mots n'ont jamais vraiment su traduire. Peut-être est-ce là le paradoxe ultime de Jean-Jacques Goldman, un homme dont les chansons ont été chantées par des millions de voix, mais dont la propre existence refuse obstinément de devenir un spectacle. Un artiste devenu mythe, sans jamais avoir accepté de transformer sa vie en récit public. Alors les questions restent suspendues, non pas parce qu'il y a un secret à percer, mais parce que certains silences ne sont pas des absences. Ils sont simplement des choix. Et c'est précisément là que le mécanisme médiatique se dévoile, presque malgré lui. Quand il n'y a plus de scandale réel, il suffit d'un silence prolongé pour fabriquer une histoire. Jean-Jacques Goldman, lui, n'a jamais joué ce jeu-là. Mais le jeu, lui, continue sans lui. Les rumeurs de divorce et de nouvelles relations ne viennent jamais d'un fait confirmé, mais d'un empilement d'interprétations. Une absence d'interview devient une distance. Une non-apparition publique devient une séparation supposée. Et dans ce glissement, la frontière entre information et fiction s'efface lentement. Ce qui rend le cas Goldman si particulier, c'est justement la contradiction qu'il incarne. D'un côté, une œuvre monumentale, des chansons qui ont marqué plusieurs générations, des collaborations mythiques avec Céline Dion sur deux, avec Johnny Hallyday, Patricia Cass et tant d'autres figures majeures de la chanson française. Un créateur omniprésent dans la mémoire collective. De l'autre, un homme quasiment absent du présent médiatique. Et dans cette dissonance, les récits se recomposent sans cesse. Certains imaginent une rupture ancienne dissimulée, d'autres une nouvelle vie sentimentale parallèle, comme si l'équilibre et la continuité étaient devenus suspects par défaut. Pourtant, rien dans les faits ne valide ces constructions narratives. Ce n'est pas une histoire cachée, c'est une histoire tenue à distance. Mais cette distance est précisément ce que les médias peinent à accepter. Dans un monde où tout s'expose, l'invisible devient suspect. Et chez Goldman, l'invisible est devenu la règle. Même ses apparitions rares sont immédiatement scrutées, interprétées, décortiquées. Et peut-être que toute cette histoire n'a jamais vraiment été celle d'un divorce, ni même celle d'une nouvelle relation. Peut-être qu'elle est ailleurs, dans un angle mort que les rumeurs n'ont jamais réussi à éclairer. Jean-Jacques Goldman reste aujourd'hui fidèle à ce qu'il a toujours été dans sa manière la plus profonde, un homme de retrait, pas de spectacle. Un artiste qui a choisi de laisser ses chansons parler pour lui, plutôt que d'occuper l'espace public avec sa vie privée. Et c'est précisément ce choix qui, paradoxalement, a nourri les fantasmes les plus persistants. Car derrière les mots « rumeur »,« séparation »,« nouvelle vie », il y a surtout une réalité beaucoup plus simple, presque désarmante, une relation qui dure, une famille protégée, une vie construite loin du bruit. Aucune annonce officielle de divorce, aucune confirmation de rupture récente, mais au contraire des indices de continuité, comme cette apparition à Brest à l'été 2024, discrète, ordinaire, presque invisible dans le tumulte médiatique. Nathalie Tu Huang Lagier reste à ses côtés,
loin des caméras, dans cette forme de stabilité choisie qui ne correspond pas au récit spectaculaire. Et leurs enfants, devenus adultes, prolongent cette logique de discrétion, loin des projecteurs qui ont pourtant façonné la notoriété de leur père. Alors les rumeurs finissent par se dissoudre dans ce qu'elles ont toujours été. Des récits construits sur le vide, sur l'absence d'image, sur l'incapacité du public à accepter qu'une vie célèbre puisse être, simplement, silencieuse. Et dans ce silence, une dernière question demeure, sans réponse définitive, mais avec une force étrange. Et si, finalement, le plus grand mystère de Jean-Jacques Goldman n'était pas sa musique, mais le fait qu'il ait réussi à disparaître sans jamais vraiment partir?